pour cette webinaire. C'est une excellente initiative qui nous permet à la fois de partager notre expérience avec nos collègues tunisiens, mais également avec nos collègues étrangers. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter les Algériens et notre collègue sénégalaise. Donc, moi, je vais vous parler donc de l'imagerie de la pneumonie Covid et je vais vous parler de l'expérience de notre équipe d'imagerie à l'hôpital Abdelrahmane Memi, qui est un hôpital qui a été déclaré, comme vous le savez, Covid. Donc, je n'ai pas entendu les épidémiologistes, peut-être que j'ai raté quelque chose. Je voudrais juste rappeler le nombre total de cas à la date d'hier, donc 864. Le nombre de patients hospitalisés, j'en suis moins sûre, c'est celui qui date d'avant-hier. Mais sinon, dans notre hôpital, on a reçu au total 56 patients. Le nombre total de décès, 37 et 12 dans notre hôpital. Alors, j'ai très bien écouté nos amis virologues et immunologistes et je rappelle que le diagnostic de cette pathologie est un diagnostic virologique, donc par la RT-PCR. Il y a d'autres tests, effectivement. Alors, j'ai bien retenu ma leçon, c'est utiliser le bon test au bon moment. Merci à nos collègues. On a compris également qu'il y avait des négatifs. On va parler de la sensibilité également du scanner. On a compris aussi qu'il y avait des difficultés pour accéder à ces tests et qu'il fallait bien les interpréter. Et donc, le rôle du scanner est très important dans le diagnostic donc, de cette pathologie et la prise en charge de ces patients. Donc, moi, je vais essayer de me fixer, enfin, de me situer par rapport à notre contexte tunisien, par rapport à notre hôpital, pour parler de la place du scanner, de ses indications qui sont évolutives, parce qu'on est en période d'épidémie et tout peut évoluer, des aspects que l'on peut voir et des précautions à prendre. Alors, je vais fermer la petite fenêtre à côté. Est-ce que je peux fermer la fenêtre? Voilà, parfait. Alors, je n'arrive pas à passer. Voilà. Alors, l'hôpital Abdelrahmane Memi a été déclaré Covid le 25 mars pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un hôpital dédié aux maladies respiratoires et cardiovasculaires, qui a un personnel formé, un service de réanimation performant, un service d'anesthésie et réanimation. Et donc, il a été décidé de sortir le tri de cet hôpital. Et on remercie à l'occasion l'hôpital Mahmoud El-Matri qui fait le tri et donc pour que chez nous, à l'hôpital, on accepte les patients suspects d'abord et les patients Covid+. Donc, le premier patient a été admis en réanimation le 15 mars. Et juste, je profite de cette occasion pour remercier tout le personnel de l'hôpital Abdelrahmane, soignants, non soignants, le service d'hygiène, et également un clin d'œil et un grand merci à toute la société civile qui s'est mobilisée pour aider notre hôpital donc, et le fournir en matériel qui manquait. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les consignes dans les services d'imagerie, je vais surtout vous montrer des images, c'est très important. Je rappelle simplement que ces consignes générales concernent non seulement notre hôpital, mais également tous les hôpitaux, parce que nous, à la limite, on a la tâche relativement facile puisqu'on reçoit les patients Covid. Et donc, ces procédures d'hygiène sont d'autant plus importantes à mettre en place dans les hôpitaux généraux également. Donc, ces mesures d'hygiène collective, ces mesures de distanciation dans la salle d'attente, les rendez-vous à gérer, etc., les circuits du patient qui doivent être bien établis et sécurisés. Et je rappelle que ces circuits doivent être écrits selon des procédures pour chaque type d'examen. Au besoin, faire des simulations, c'est très important avec le personnel soignant, habillage, déshabillage, parce que c'est quand on fait une erreur dans ces procédures qu'on s'expose à la contamination. Alors, l'imagerie, idéalement, sur un scanner dédié. Sinon, quand on n'a pas de scanner dédié, un horaire dédié à ces patients, échographe dédié également pour éviter donc la contamination entre les malades et je parlerai plus tard de la contamination avec le personnel soignant. Donc, procédure d'hygiène rigoureuse, un bio-nettoyage, juste pour rappeler la norme virucide de ces produits qu'on utilise pour nettoyer nos surfaces planes, donc norme virucide EN 14476, maintenant tout le monde la connaît, et puis l'utilisation des EPI à bon escient. Tout ça pour donc minimiser le risque de contagion croisée entre les malades d'une part, mais aussi avec le personnel soignant. Et on voit de plus en plus de personnel soignant qui est contaminé, donc il faut vraiment être vigilant sur ce plan-là. Et puis, bien entendu, considérer tout patient comme potentiellement Covid dans les hôpitaux généraux, mais également chez nous, parce que quand on reçoit des patients suspects qui ne sont pas encore confirmés, le nettoyage entre les patients est absolument nécessaire. Alors, les consignes spécifiques, je vais passer également, donc elles passent par des procédures écrites également pour éviter donc de ramener une cassette contaminée au service de radio si on n'a pas de numériseur sur place en réanimation. En échographie également,
Je rappelle aussi quand même qu'il faut limiter les indications de l'échographie parce qu'il y a quand même un contact prolongé entre l'opérateur et le patient. Donc, ces indications, elles sont limitées aux urgences abdominales, au repérage avant ponction, donc les patients hospitalisés en particulier en réanimation, la recherche de thrombose artérielle ou veineuse. Et puis, si on peut éviter une échographie et faire plutôt un angioscanner quand on suspecte une phlébite et passer donc par l'angioscanner pour faire à la fois le diagnostic de l'embolie et pourquoi pas complété par un phléboscanner. Donc, il faut réfléchir donc au cas par cas. Alors, j'arrive à l'examen tomodensitométrique, donc avec 3 croix. Je rappelle simplement que l'indication doit être validée par un radiologue senior, qu'il faut prévenir l'équipe de radiologie 20 minutes avant, éviter d'envoyer un patient sans qu'on l'attende auparavant, utiliser vraiment le dossier médical informatisé, arrêter de faire circuler des papiers qui sont des vecteurs de l'infection, libérer le circuit du patient, il n'y a pas d'attente avant, pas d'attente après, le sécuriser par une désinfection du circuit, enfin une fois que le patient est sorti du service de réanimation, et nettoyer bien entendu la salle et le scanner entre les 2 patients, c'est nécessaire. Alors, on arrive aux indications de la TDM. Les indications de la TDM, elles ont été publiées, donc élaborées avec la Société tunisienne de radiologie, le Collège de radiologie, et elles ont été publiées sur le guide de l'INEA Santé, donc l'Institut national d'accréditation en santé. Donc, je rappelle cet algorithme, qui est un algorithme également évolutif, et pour preuve, donc, on a rajouté au sein de notre hôpital une autre 2 petites cases en bas, et donc je vais un petit peu le détailler, prendre mon temps. Donc, pour les patients Covid confirmés, donc ils viennent avec une PCR positive, avec par exemple un patient qui est au contact d'un patient, d'un malade par exemple. Pour ces formes-là, lorsqu'elles sont confirmées mais qu'elles sont polysymptomatiques sans comorbidité, il n'y a pas d'indication à l'imagerie et pas d'hospitalisation. Donc, rien ne sert de faire une imagerie si le patient est polysymptomatique et qu'il va retourner chez lui. Pour les formes modérées, donc les patients vont être hospitalisés sur des critères maintenant que tout le monde connaît. Il n'est pas, disons, obligatoire de faire une imagerie, une radiothorax au besoin si on a un doute sur un diagnostic différentiel. Mais pourquoi est-ce qu'on a dit ça au début? C'est parce qu'on n'avait pas d'idée sur le nombre de malades qu'on allait recevoir en comparant par rapport aux pays étrangers. Et donc, on s'est dit, une forme modérée qui ne nécessite pas d'imagerie puisqu'il est déjà confirmé, va être hospitalisée et surveillée. Donc là, on a rajouté une autre indication en bas et à votre gauche. On s'est dit que pour ces patients-là, au-delà d'un certain âge, donc 65 ans, 70 ans, donc la limite est flexible, en présence de comorbidité, il est utile de faire un scanner basse dose pour essayer d'avoir une référence par cet examen tomodensitométrique, surtout quand il y a des comorbidités respiratoires en particulier, pour éviter de voir plus tard des choses qu'on aurait du mal de faire la différence entre des lésions séquelaires et des lésions qui existaient auparavant. Et puis chez ces patients, bien entendu, s'ils se compliquent alors qu'ils sont hospitalisés dans les différents services de médecine ou de pneumologie, bien l'angioscanner sera indiqué à la recherche donc d'une embolie pulmonaire. Pour les formes graves, donc avec des signes de gravité, ils vont bien entendu être hospitalisés en réanimation. Et le scanner sera indiqué au cas par cas en cas de complications, angioscanner pour embolie ou encore autre chose. Donc, je vous montrerai quelques exemples. La radiographie du thorax au lit sera réalisée également au cas par cas, rien de systématique pour ces patients, donc je le répète. Chez les patients suspects Covid, et ça c'est le plus important, en attente d'une PCR ou lorsque la PCR n'est pas disponible, et ça arrive, lorsque ces patients n'ont pas de signe de gravité clinique, il n'y a pas de raison de leur faire une imagerie. Donc, on ne fait pas d'imagerie pour le tri de ces patients. Donc, que l'on soit clair, et on est tous d'accord là-dessus. On est d'accord également avec nos amis algériens qui ont présenté un petit peu le même algorithme. Par contre, chez les patients qui ont une forme modérée, qui nécessite une surveillance ou une hospitalisation, si la PCR n'est pas disponible ou si elle a été faite et qu'on n'a pas encore le résultat, eh bien, le scanner a un rôle important puisqu'il va permettre de poser le diagnostic, d'évoquer le diagnostic, donc de rechercher des arguments diagnostiques ou encore des diagnostics alternatifs afin d'orienter le patient soit dans le circuit COVID, soit dans un circuit non COVID, soit d'isoler ce patient en attente d'une confirmation par un autre moyen diagnostique. Alors, quels sont les aspects que l'on va voir en tomodensitométrie? Alors, les aspects que l'on va voir, soit un scanner normal, il ne faut pas l'oublier, et ce scanner normal ne permettra pas d'écarter le diagnostic, en particulier les 3 premiers jours.
Donc, il faut vraiment, chez les patients post-symptomatiques avec un scanner normal, il ne faut pas rassurer le patient, il faut vraiment continuer à le surveiller, soit chez lui confiné, soit si le patient a une forme modérée qui nécessite une hospitalisation, y réfléchir également. Donc, on va y revenir. Soit l'aspect est compatible et qu'il est typique, et on va voir les aspects typiques, et dans ce cas-là, le patient va être hospitalisé en unité Covid. Soit l'aspect est compatible, mais il est atypique. Et on voit des formes atypiques, et peut-être que plus tard, une fois que cette épidémie sera passée, on fera peut-être une évaluation de ces formes atypiques que l'on voit pour peut-être plusieurs raisons. Et dans ces cas-là, le patient va être isolé en attendant sa PCR. Mais on peut également céder d'autres éléments cliniques et également d'éléments biologiques, en particulier une lymphopénie. Et j'avoue que ce groupe-là de patients, c'est celui qui pose le plus de problèmes. Il a un aspect compatible, on répond compatible, mais il n'est pas typique d'un Covid. Et où va-t-on le placer? Comment va-t-on l'isoler en attendant d'avancer plus loin dans le diagnostic? Et enfin, la dernière case, si vous voulez, c'est le scanner qui montre un aspect non compatible avec un Covid ou qui évoque un autre diagnostic. Et dans ce cas-là, c'est très important de sortir le patient du circuit Covid et donc d'indiquer une prise en charge qui sera adaptée à son état et à ce que montre au diagnostic qui aura été évoqué par le scanner. Alors, tout le monde connaît cette série. Donc, nous, on a une série qui est modeste, puisque heureusement qu'on n'a pas le rush qu'ont connu les autres pays. C'est une série quand même qui rapporte 1000 cas, où donc le scanner a été comparé à la RT-PCR pour parler de son excellente sensibilité. Mais moi, je voudrais insister sur son manque de spécificité. Donc, on arrête de dire qu'il est très spécifique. Ce manque de spécificité, c'est vrai que cette valeur est variable selon les séries et en fonction du recrutement des patients, mais il ne faut vraiment ne pas oublier que les signes qu'il montre ne sont pas spécifiques, qui doivent être interprétés en fonction du contexte clinique et du contexte épidémique. Alors, la sémiologie tomodensitométrique va dépendre de la date de réalisation du scanner. Alors, comme je l'ai dit, je le répète, le scanner peut être normal les 3 premiers jours. Au-delà de ces 3 premiers jours, il peut montrer donc des formes typiques ou des formes atypiques, et on va les voir plus tard. Alors, les formes typiques, comment se présentent-elles? Sous la forme donc de plages d'hyperdensité en verre dépoli, bilatérale, asymétrique, non systématisée, sans gradient axial parfois, donc avec un aspect un petit peu patchy, hétérogène sur les coupes axiales, ou encore périphérique, et c'est très évocateur quand elles sont sous-pleurales, et ce sont des images que l'on voit au stade précoce. Alors, au-delà des 3 premiers jours, mais dès que les signes scanographiques commencent à se voir. Puis, ce verre dépoli va s'étendre, et puis on va voir apparaître des petites réticulations, avec un aspect que je vais vous montrer, qui est peut-être un petit peu barbare le terme, mais enfin pour ceux qui connaissent les radiologues, c'est l'aspect de Crazy-Paving, je vais vous le montrer. Puis ce verre dépoli va s'organiser en condensation. Ça se voit entre le 4e et le 8e jour. Et puis, petit à petit, ce verre dépoli va régresser et il va plutôt laisser place à des foyers de condensation au-delà de la première semaine. Et puis, il y a des signes négatifs qui sont importants à connaître. C'est l'absence d'épanchement pleural ou son extrême rareté et également la rareté de l'omégalie. Alors, un rappel, juste pour vous montrer la normalité, regardez ici, du scanner chez la moitié des patients de cette série et surtout l'atteinte d'un seul lobe chez une partie de ces patients ou même de 2 lobes pour dire aussi que l'atteinte unilobaire n'est pas forcément synonyme d'une atteinte bactérienne mais qu'elle peut se voir également dans ces pneumonies virales. Alors, je vous montre certaines formes typiques pour fixer les idées un petit peu. Un premier exemple chez ce patient de 42 ans, contact d'un sujet Covid qui a une fièvre, une odynophagie, une dyspnée. Il saturait à 97% sur 4 litres d'oxygène et il était en insuffisance respiratoire, disons, enfin une PaO2 extrêmement basse à 69 mm de mercure. Donc le topogramme, vous voyez, qui montre des anomalies. Quand on dit que la radiographie du thorax n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est vrai dans les formes précoces, mais dans les formes évoluées, on peut voir effectivement des opacités alvéolaires et des réticulations comme chez ce patient-là. Alors, au scanner, vous voyez ce que l'on voit, des hyperdensités en verre dépoli, un petit peu hétérogènes, un petit peu un aspect en mosaïque, un peu patchy comme vous le voyez. Et puis, ces hyperdensités en verre dépoli, elles prédominent, comme vous le voyez ici, au niveau des lobes inférieurs. Et puis, elles s'organisent un petit peu en foyer de condensation. Donc, l'aspect sur le scanner était typique. La PCR était négative sur les prélèvements nasopharyngés. Je reviens à ce qu'avait dit notre ami virologue. Et le diagnostic n'a pu se faire que sur la 4e PCR qui a été faite sur les crachats. Donc, pour vous montrer, pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit.
Un autre exemple, c'est un patient de 57 ans qui avait également une PCR initiale négative, qui désaturait, donc qui a été hospitalisé. Vous voyez une forme un peu moins grave que la précédente, on voit du vert dépoli, on voit cet aspect un petit peu hétérogène en mosaïque, et on voit apparaître, je ne sais pas si vous le voyez avec la petite flèche, des petites condensations qui apparaissent, qui sont sous pleurale. La bilatéralité des lésions est très évocatrice donc du diagnostic. Un autre exemple qui est plus évolué et qui a malheureusement eu une évolution défavorable chez cette femme de 65 ans. Elle était confinée chez elle avec une première PCR initiale positive et puis l'aggravation de sa dyspnée a fait elle a été hospitalisée en réanimation. Donc vert dépoli bilatéral, aspect très hétérogène avec une prédominance quand même ici au niveau des lobes inférieurs et dans les régions postérieures des poumons et une organisation en condensation. C'est une dame qui a fait des complications thrombotiques veineuses mais également artérielles et qui est malheureusement décédée. Alors un autre exemple chez ce patient, de 62 ans, retour des Philippines, transit en Turquie, bref, tout pour un Covid. Il a quand même transité par plusieurs ORL parce qu'il avait une odynophagie et puis il a fini par être testé initialement négatif puis positif. Et l'aspect scanographique est vraiment, vous voyez, juste pour vous montrer le topogramme, où vraiment la radio n'a pas beaucoup d'intérêt si on l'avait faite, hein, contrairement au patient initial qui avait une forme un peu plus évoluée. Donc vous voyez que sur le scanner, on voit ces fameuses hyperdensités en vert dépoli, donc une hyperdensité à travers laquelle on continue à voir les vaisseaux, et puis une prédominance périphérique qui est très évocatrice du diagnostic, et une prédominance ici au niveau des lobes inférieurs, donc un aspect vraiment typique d'un Covid. Voilà, les reconstructions coronales et les reconstructions sagittales avec la prédominance au niveau des régions postérieures des deux poumons. Voilà. Alors, ce patient a eu une sensation d'oppression thoracique 3 jours après, et bien entendu, comme on a tous appris la leçon et les manifestations thromboemboliques sont fréquentes chez ces patients, donc on l'a repris pour un angioscanner. Et ce qui est intéressant à voir, c'est alors il n'avait pas d'embolie, mais par contre, on avait découvert chez lui un thrombus sur des séquelles d'infarctus au niveau de la pointe du VG. C'était un thrombus ancien qui était calcifié, ça ne se voit pas sur cette image. Par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est l'évolution scanographique. Vous voyez le vert dépoli, ce que je disais tout à l'heure. Et puis 3 jours plus tard, on voit que ce vert dépoli est un peu plus dense et à l'intérieur, sur ce fond de vert dépoli, on voit ces images linéaires comme un pavage. En fait, le crazy paving, c'est un pavage un peu fou qui traduit vraiment l'organisation, enfin l'évolution de cette atteinte pulmonaire. Un autre exemple aussi, pour vous montrer du vert dépoli, une forme également un peu plus évoluée, pas dans la gravité, mais un peu plus évoluée dans le temps. Vous voyez le vert dépoli et puis ces condensations qui apparaissent, qui se voient bien sur les reconstructions sagittales qui sont déclives. Et chez ce patient-là, ce que l'on commence à voir quand même, c'est ces petites distorsions bronchiques. Donc, c'est ce qu'on voit chez des patients. Alors, l'avenir nous dira si elles ont complètement régressé sur les contrôles scanographiques que l'on réalisera par la suite. Un autre exemple pour juste l'atteinte parenchymateuse avec une forme également un peu plus évoluée, peut-être un peu bilatérale, c'est vrai, mais pas très étendue, avec ces petites condensations périphériques sous-pleurales qui sont très évocatrices dans un contexte Covid. Et c'était une patiente qui était confirmée donc par PCR depuis 14 jours. Donc on est 14 jours après le début des signes cliniques, on voit bien l'organisation en condensation. Il n'y a plus vraiment de vert dépoli, mais plus ces condensations sous-pleurales périphériques. Alors, le scanner, il a également une valeur pronostique en quantifiant l'étendue de ces lésions. Alors, il y a des classifications qui sont proposées, il y a des classifications qui sont subjectives, qui ne sont pas forcément faciles à appliquer. Alors, pour notre part, on classe ces patients en forme minime à modérée quand moins de 25% du parenchyme pulmonaire est atteint. Entre 25 et 50%, on parlera de forme étendue et au-delà de 50% de forme sévère. Alors, la classification que je vous mets ici, c'est la classification qui a été proposée par la Société française de radiologie. Elle n'est pas facile à appliquer, disons, et c'est assez subjectif. Alors, je rappelle que l'intelligence artificielle, par contre, peut avoir sa place pour quantifier précisément ces lésions dans les différents lobes. Nous, on cède aussi des reconstructions coronales dans le plan antéro-postérieur pour quantifier en pourcentage l'atteinte du parenchyme pulmonaire, mais il faut savoir que plus l'atteinte est étendue, plus le risque de complications et d'hospitalisation en réa, ça se comprend, est important. Alors, les complications. Le scanner, en plus du diagnostic, il va permettre, bien entendu, de diagnostiquer ou de déceler les complications.
Thromboemboliques, c'est les plus fréquentes. Maintenant, on n'arrête pas de dire à juste titre que c'est une maladie thrombogène, thromboembolique, c'est à cause du tropisme vasculaire. Donc, à chaque aggravation chez ces patients hospitalisés, ce sera un angioscanner qui sera fait, donc un scanner avec injection, alors que pour le diagnostic, c'est un scanner sans injection, en diminuant les doses, si possible, ne pas oublier de diminuer les doses. On n'est pas obligé d'irradier les patients excessivement. Et quand on fait un angioscanner et que le patient ou le clinicien nous signale une phlébite, eh bien, on va augmenter le volume de produit de contraste pour éventuellement compléter par un phléboscanner. Autre type de complications, les complications infectieuses pleuropulmonaires, on en voit. Les complications vasculaires périphériques, qu'elles soient artérielles ou veineuses, et donc on est amené à faire des échodoppler dans les services de réanimation, et donc il faut alors là aussi se protéger, s'habiller, se déshabiller dans les règles. Les complications cardiaques, myocardite, on n'a pas eu le temps de faire une IRM chez une patiente, malheureusement, et puis c'est très difficile de maintenir l'apnée chez ces patients, donc c'est un peu compliqué. Et les complications neurologiques. Donc, des exemples de certaines de ces complications. Chez un patient de 42 ans, hospitalisé en réanimation, je vous ai montré son premier scanner. Ça, c'est le deuxième scanner qui a été fait parce que ce patient avait nécessité une augmentation de ses besoins en oxygène, alors qu'il n'était pas très symptomatique sur le plan clinique. Donc, on voit apparaître chez ce patient une condensation triangulaire sous-pleurale qui était l'ovaire inférieur. Donc, quand on compare la première image ici que vous voyez et la seconde image en dessous, on voit qu'il y a des images qui ont disparu. Regardez ici le verre des polypes qui a disparu. Ici aussi, ça commence à se nettoyer, sauf qu'on voit apparaître cette condensation. Et bien entendu, quand on fait l'injection, on voit parfaitement cette thrombose au niveau de l'artère ventrobasale avec le foyer d'un farcissement que certainement les radiologues qui nous suivent ont parfaitement reconnu. Alors, un autre exemple, chez un jeune homme de 38 ans avec une PCR initiale positive, des signes digestifs initiaux et qui avait été hospitalisé pour une dyspnée. Donc, comme il avait fait, alors initialement pour une dyspnée, il était stable et puis le clinicien nous appelle parce que le patient développe des signes de phlébite et pas de modification des signes respiratoires et donc on décide de lui faire plutôt un angioscanner et un phléboscanner. Donc on voit l'atteinte parenchymateuse qui n'est pas très importante du verre dépoli, bilatéral, des petites images réticulaires au sein de ce verre dépoli, mais on voit une petite condensation ici au niveau du lobe supérieur droit, une autre condensation un petit peu quadrangulaire au niveau du segment ventrobasal et bien entendu l'injection montre, comme vous le voyez très bien ici, des emboles, l'artère ventrale du culmen, les artères dorsales du lobe supérieur droit et puis au sommet de ces condensations qui étaient en fait des foyers d'infarcissement. Puis le phléboscanner qu'on avait fait également pour voir la tête du thrombus puisque le patient était symptomatique montrait parfaitement la phlébite qui concernait la veine fibulaire et les veines jumelles. Voilà. Donc, pour les radiologues, sachez que les emboles ou les embolies peuvent être, ou les thromboses, peuvent être distales. Donc, c'est pas toujours franchement évident. Donc, on voit une image linéaire ici au niveau d'une artère latérobasale et on devine le foyer d'un farcissement juste en aval. Et on voit également une image d'une artère sous-segmentaire qui est thrombosée au niveau du lobe moyen. Donc, il faut vraiment bien regarder les images, même en distalité, les artères, même en distalité. Autre type de complication chez cette dame de 75 ans, notion de comptage. Bon, elle a été hospitalisée en réanimation avec une PCR positive, donc je vais raccourcir l'histoire. Et puis, elle a été mise sous traitement et elle s'est aggravée secondairement. Et bien entendu, on va faire un angioscanner pour chercher une embolie pulmonaire. Donc, on voit l'atteinte liée au Covid, le verre dépoli, les condensations. On voit les distorsions bronchiques ici, vous voyez, qui sont assez fréquentes, il faut le dire, chez ces patients. On voit ce verre dépoli bilatéral, un petit peu un aspect en mosaïque. Et puis, on voit dans la condensation une image hypodense dans le lobe inférieur droit qui était accompagnée d'un épanchement pleural, d'ailleurs bilatéral, avec des artères parfaitement bien opacifiées. C'était un simple foyer de pneumopathie et la patiente avait bien évolué en ayant changé l'antibiothérapie. Et pourquoi et puis, je vous montre également son évolution qui est vraiment qui nous rend quand même optimistes parce que c'est une dame âgée qui avait une atteinte bilatérale. Vous voyez l'évolution scanographique. Il restait encore son foyer de condensation qui était lié à sa pneumopathie. Donc, restons optimistes. Et puis, je vous montre également cet examen pour vous montrer aussi que ces distorsions bronchiques peuvent également régresser après la régression des lésions parenchymateuses. Alors, après les formes typiques, maintenant les formes compatibles pour lesquelles on répond au aspect compatible bien qu'atypique. Et ces formes atypiques posent parfois problème. Alors, je vous montre quelques exemples. C'est une femme de 41 ans, fébrile,
Alors, ces formes atypiques se voient généralement chez les patients quand l'atteinte est minime, sous la forme d'hyperdensité en verre dépoli, non pas en plage assez étendue ou en prédominance périphérique, mais sous une forme, un aspect un petit peu nodulaire. Le fait qu'elle soit bilatérale c'est très évocateur du diagnostic. Dans un contexte de fièvre, de toux, le diagnostic, on va répondre sur notre scanner, aspect compatible avec un Covid-19, et c'est ce qu'on mettra sur notre compte rendu, et la PCR de cette dame était positive. Un autre exemple, j'ai un patient de 37 ans en passant avec un situs inversus, avec une forme encore plus localisée que la précédente, avec 2 hyperdensités focales en verre dépoli, qui étaient compatibles également avec le diagnostic de Covid, qui avait été confirmé également par la PCR. Un autre exemple également où franchement l'aspect est très atypique parce qu'on voit des hyperdensités nodules plutôt, avec des hyperdensités en verre dépoli, avec un aspect qui pourrait ressembler à une bronchiolite, mais le fait d'avoir des plages d'hyperdensité en verre dépoli, comme vous le voyez ici, doit attirer notre attention, et le patient était également PCR positif. Donc des formes atypiques que l'on voit peut-être un peu fréquemment, et on fera le bilan de ces atteintes un peu plus tard. Alors, ce qui pose peut-être le plus de problèmes, ce sont ces formes unilobaires. Chez ce patient de 33 ans, il a une toux sèche, une fièvre, une polypnée. Et puis, il a, sur le scanner, ce qu'on va décrire, c'est une condensation avec un bronchogramme aérique, avec du verre dépoli. Donc, l'aspect peut ressembler parfaitement à une pneumopathie bactérienne. Sauf que ce qui nous dérange, c'est qu'il y a pas mal de verre dépoli autour, et que si on s'éloigne de ce foyer de condensation, on va voir également tout à fait en bas des plages d'hyperdensité en verre dépoli qui sont focales, nodulaires. Et donc, l'aspect nous embêtait, et on a évoqué un Covid. La PCR, bien sûr, on s'est retrouvé avec un patient pour lequel le diagnostic était compatible, et on ne savait pas où le mettre. Est-ce qu'on va le mettre dans le circuit Covid? On va l'isoler. Et donc, parfois, il y a des problèmes pour isoler ces patients. En tous les cas, la PCR n'étant pas prête, la lymphopénie a permis aux cliniciens de retenir le diagnostic qui sera confirmé par la suite. Un autre exemple d'une forme atypique également, où l'atteinte n'est pas uniquement au niveau d'un lobe, mais au niveau de 2 lobes, comme vous le voyez ici. C'est une atteinte bilobaire. Rappelez-vous la série que je vous ai rapportée au début de la présentation, où les formes unilobaires ou bilobaires ne sont pas exceptionnelles. Alors maintenant, le scanner pour poser un autre diagnostic. Le diagnostic dont on parle le plus, c'est bien entendu l'œdème aigu du poumon, dont l'aspect scanographique est très différent de l'aspect scanographique du Covid, sous la forme de ces hyperdensités en verre dépoli, bilatérales, un petit peu en aile de papillon, périhilaire. Alors ça peut être trompeur aussi, mais simplement quand on a l'épanchement pleural bilatéral qui s'associe à cet aspect-là, eh bien on va être plus sur un OAP, et on va pas pousser le patient vers un circuit Covid, bien au contraire, il faudra une prise en charge qui sera différent de ce patient. Autre exemple aussi qui rappelle tout à fait le patient que je vous ai montré à l'instant, donc une condensation entourée de verre dépoli chez un patient de 54 ans qui a une fièvre décéphalée, un aspect qui peut être lié à une pneumopathie bactérienne, sauf que quand on voit ça, mais également qui peut rappeler une forme précoce ou une forme unilobaire d'une pneumonie virale. Ne pas oublier la clinique, ne pas oublier la biologie. Ce patient avait une CRP très élevée, une hyperleucocytose, une procalcitonine également élevée. Il a été isolé, et 3 jours plus tard, il fait une douleur. Il fait une douleur thoracique. On se dit, on s'est peut-être trompé. Enjeu scanner pour chercher une embolie pulmonaire, ou pour se dire que si on a une bilatéralisation des lésions, on sera plutôt vers un Covid parce que la PCR initiale était négative. Et donc, sur le scanner de contrôle, on voit qu'il y a une petite extension de la condensation, l'apparition d'un épanchement pleural, le diagnostic d'une pneumopathie bactérienne a été maintenu, et le patient a très bien évolué il n'y avait pas d'embolie pulmonaire, bien entendu, très bien évolué, alors cliniquement et biologiquement, il a négativé sa procalcitonine, et tout s'est bien terminé pour ce patient. Et enfin, pour terminer, avec une patiente que l'on doit au service de médecine interne de l'hôpital Habib Sem. C'est une patiente qui est enceinte, qui est porteuse d'un syndrome des antisynthétases, qui est traitée par corticoïdes, et qui vient au mois d'avril 2020, en pleine épidémie Covid, pour une aggravation récente de sa dyspnée, sans véritable fièvre. Et vous voyez le verre dépoli bilatéral, la prédominance périphérique au niveau des lobes supérieurs, l'atteinte également des lobes inférieurs avec une petite prédominance au niveau des 2 lobes inférieurs. On se dit, est-ce que c'est un Covid? Est-ce qu'elle a une pathologie sous-jacente qui est en exacerbation? Ça, c'est vraiment un casse-tête, et on était embêtés. Et donc, avec nos amis internistes, on a revu le dossier initial de cette patiente,
donc février 2019, avec une atteinte sous la forme d'une PID, avec du verre dépoli, des condensations, des épaississements septaux, avec une atteinte qui pouvait rappeler une pneumopathie interstitielle non spécifique ou une pneumonie organisée ou les deux. Cette patiente-là avait bien évolué sous corticoïdes et immunosuppresseurs et elle revient en période d'épidémie avec cet aspect-là. Et donc la discussion a été longue avec les internistes. Et en fin de compte, alors elle a eu 4 PCR quand même, et on sait la négativité très fréquente de la PCR chez les femmes enceintes. Et au bout du compte, ils ont retenu le diagnostic d'un Covid, malgré la négativité des 4 PCR. Elle n'a pas eu de renforcement sur traitement corticoïde, elle a bien évolué sous traitement sous azithromycine et en changeant la nivaquine qu'elle prenait par du plaquenil. Donc restons humbles dans les diagnostics, même si on est radiologue, il faut absolument discuter avec nos amis cliniciens. Et le Covid, c'est aussi une approche pluridisciplinaire pour ne pas d'abord donner des diagnostics, peut-être d'aller trop vite sur le Covid ou au contraire de ne pas y aller. Donc, il faut vraiment discuter et retenir que les formes typiques ne sont pas forcément les plus fréquentes. Alors, je termine juste pour vous rapporter notre petite expérience qui est modeste. Hein, on ne sait pas comment vont évoluer les choses. L'âge moyen des patients qu'on a eu au scanner, il était de 52 ans, 24 hommes, juste une petite prédominance masculine. Alors, on a eu 14 examens TDM négatifs, dont 5 avaient une PCR positive. Pour les autres, les données étaient manquantes parce qu'ils sont repartis. Les principaux diagnostics différentiels évoqués étaient l'OAP, les pneumopathies bactériennes et les cas de tuberculose également. Et puis, les formes modérées à sévères, donc plus de 50% d'étendue, étaient quand même concernées quand même 40% des patients, ce qui n'est pas si mal. Enfin, si mal. Alors, pour conclure, l'imagerie tomodensitométrique, vous l'avez compris, a un rôle primordial. Elle s'intègre dans le cadre d'une prise en charge en tenant compte des autres examens, en particulier la PCR. Les tests rapides qu'on attend, mais leur place est également discutée et leur interprétation est également importante. Les indications donc sont claires pour nous et je les ai rappelées. Alors large ne veut pas dire abusif, bien entendu. Je rappelle que le circuit de ces patients doit être sécurisé pour protéger le personnel soignant et les autres patients. Je rappelle aussi qu'on a de plus en plus de personnel soignant qui est atteint, aussi bien en radiologie qu'ailleurs, mais également médecins et personnel paramédical. Je vais dire un mot sur les formes asymptomatiques et je dirais que pour nos amis radiologues, il faut rester vigilant sur certaines formes asymptomatiques de découverte fortuite sur des scanners qui sont faits pour d'autres indications. Et puis, alors, j'ai entendu quelqu'un parler d'une indication ou d'une recommandation ça ne peut pas être une indication, mais c'est une recommandation que je comprends tout à fait. Pour les patients qui vont rentrer à l'hôpital pour une raison ou pour une autre, qui vont être hospitalisés et qui peuvent bénéficier à ce moment-là, avant de les hospitaliser avec d'autres patients, qui peuvent bénéficier d'un scanner basse dose pour être certains qui n'ont pas de signes de Covid, même s'ils sont peu symptomatiques, en l'absence de PCR, bien entendu. Donc, tout ça s'intègre dans une prise en charge globale. Alors, en dehors des formes typiques, il faut toujours tenir compte du contexte, qu'il soit clinique, biologique ou des antécédents du patient pour orienter le patient et puis rester pluridisciplinaire et discuter avec nos amis cliniciens. Donc, maintenant, on discute plus, on n'a plus de vis-à-vis, mais le téléphone est toujours fonctionnel et donc